Bon, les 5 minutes réglementaires étant écoulées, je vous propose de commencer et que les retardataires nous rejoignent au fil de l'eau, hein. Tout d'abord, je souhaite vous présenter mes excuses à tous ceux qui n'ont pas pu se connecter la fois dernière pour des raisons techniques. Euh, les conditions de Zoom ont évolué et j'ai fait en sorte que ça n'arrive plus. Euh, cette visio est organisée au titre du dispositif Transition porté par Aramis, donc à destination des structures d'insertion par l'activité économique, hein. Nous avons souhaité l'étendre aux services publics de l'emploi, au médico-social et à l'éducation nationale, hein. À savoir que nous avons aujourd'hui près de 45% des services publics de l'emploi qui se sont inscrits, ce qui représente une bonne part quand même et qui, à mon sens, montre un vrai besoin. On est bien ici sur un premier niveau d'information, c'est-à-dire que le but, c'est aussi de mettre en perspective des formations croisées qui soient plus poussées sur les différents sujets abordés. Donc aujourd'hui, je vais laisser la parole à Madame Garcia sur les troubles 10 de manière générale. Et vous aurez éventuellement la possibilité par la suite de participer à une réelle formation concernant le sujet. Voilà, Madame Garcia, bonjour. Bonjour. Alors, je suis désolée, hein, j'ai subi une petite intervention chirurgicale au niveau de la bouche, donc je ne parlerai peut-être pas très très bien. Pour une orthophoniste, c'est un comble, mais j'en suis désolée. Je vais demander à tout le monde de bien veiller à maintenir votre micro fermé, s'il vous plaît, parce que j'entends des petits bruits. Par contre, je vais vous demander de temps en temps de participer et ce sera au hasard des noms qui s'afficheront sur l'écran. Donc, je vais partager mon écran maintenant en espérant que tout fonctionne bien. C'est parti. Alors, c'est presque parti. Voilà. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on voit bien l'écran maintenant? Oui, c'est bon. C'est parfait, on va partir. Donc, moi, j'interviens aujourd'hui sur les troubles du neurodéveloppement en essayant d'aller regarder effectivement en survolant peut-être un petit peu, mais on essaiera de répondre quand même aux questions s'il y en a qui souhaitent le faire. Je m'arrêterai par moment pour vous donner la parole. Donc, nous allons aborder les manifestations, les empêchements et les adaptations concernant ces troubles du neurodéveloppement. J'ai oublié de dire que j'intervenais, voilà, j'avais raté la première diapo, au titre de Normandie Pédiatrique, qui est un réseau de ressources et d'appui au parcours de santé, anciennement le réseau Normandis, qui intervenait sur la basse Normandie et qui intervient maintenant sur toute la Normandie et pour toutes les situations pédiatriques qui peuvent poser problème et nécessiter de la coordination et de l'accompagnement. Alors, on va essayer, il faut peut-être que j'arrive à couper parce que, est-ce que sur l'écran, vous voyez peut-être voilà, les petites choses qui s'affichent, c'est bien. Donc, on va parler de troubles du neurodéveloppement, troubles neurodéveloppementaux qui, selon la classification du DSM-5, regroupent les handicaps intellectuels, les troubles de la communication, les troubles du spectre de l'autisme, les déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, les troubles spécifiques des apprentissages et les troubles moteurs. Nous parlerons donc plus précisément des troubles de la communication, des TDAH, des troubles spécifiques des apprentissages et des troubles moteurs. Et nous commencerons par parler des troubles de la communication. Donc, ces troubles de la communication sont des troubles du langage, troubles sévères du langage et de la parole. Il peut y avoir à l'intérieur d'autres troubles tels que les bégaiements, les troubles de la pragmatique. Pour ce qui nous intéresse, il y a un micro qui est ouvert. Pardon, parce que ça fait une réverb, merci. Donc, pour ce qui nous intéresse, nous allons parler des troubles du langage, puisque ce sont ceux que nous appelions avant dysphasie.
Après, nous allons aborder les troubles spécifiques des apprentissages. Donc, dans les troubles spécifiques des apprentissages, il y a ceux avec déficit de la lecture qui peuvent toucher tant la reconnaissance ou le décodage des mots que la compréhension écrite. Le déficit donc, de la lecture, c'était ce que nous appelions dyslexie. Alors, les terminologies évoluent et on continue à dire anciennement appelée dyslexie parce que finalement, on a mis beaucoup de temps à pouvoir cerner les contours de ces pathologies. Et du coup, quand on change de nom, on peut avoir l'impression de ne pas parler de la même chose. Nous parlons bien de la même chose. Concernant le déficit de l'expression écrite, on peut donc retrouver des difficultés d'orthographe des mots, des difficultés d'expression écrite, des erreurs grammaticales, et c'est ce que nous appelons la dysorthographie. Dyslexie et dysorthographie sont souvent liées, nous le verrons tout à l'heure. Et dans les troubles spécifiques des apprentissages, il y a le déficit de la cognition mathématique qui peut toucher tant le calcul que le raisonnement et la logique, que nous appelions dyscalculie. Dans les troubles moteurs, il y a les troubles de la coordination, d'autres troubles, ceux du mouvement stéréotypé, les tics, les syndromes de Gilles de la Tourette, etc. Pour ce qui nous concerne, les troubles de la coordination, c'est ce qui s'appelait la dyspraxie. Et sans oublier le TDAH, les déficits de l'attention avec ou sans hyperactivité, dont nous essaierons un tout petit peu de parler pour faire le distinguo entre le trouble attentionnel et les difficultés attentionnelles qui ne sont pas tout à fait la même chose, en sachant que parmi ces troubles, beaucoup de troubles, il y a une comorbidité, c'est-à-dire il y a une présence de plusieurs troubles parfois, ils cohabitent auprès de la même personne. Donc ces troubles spécifiques 10, dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dysphasie, dyscalculie, pourquoi 10? Eh bien parce que dysfonctionnement. En médecine, souvent le terme de dys explique le dysfonctionnement, c'est-à-dire fonctionnement qui n'est pas naturel par rapport à d'autres fonctionnements plus généraux. Mais en vérité, 10, ça veut dire surtout défaut d'automatisation des procédures. Peut-être que l'automatisation des procédures n'est pas une chose évidente pour tous. Nous allons donc essayer de voir un petit peu ce que sont ces procédures qu'on attend automatisées. Alors, en sachant, c'est ce que je disais à l'instant, que dans la répartition de la population, vous voyez en violet, c'est toute la population qui n'est pas 10. Et puis, après, la répartition entre la dyspraxie, la dyslexie, la dysphasie et la dyscalculie, avec des regroupements, c'est-à-dire que là, j'ai ouvert une partie importante, on va dire, de mon camembert, mais en vérité, comme les mêmes personnes peuvent présenter plusieurs troubles, on est plutôt sur un ordre de 12% de population qui peut être touchée par ces troubles, en sachant que les chiffres n'évoluent pas depuis très longtemps, mais parfois peuvent être variables dans leur disons, dans leur expression parce que ça va dépendre si on prend les troubles purs ou les troubles associés. Alors, je vais essayer d'enlever mon bandeau. Parce que je crois que je vois un bandeau. Il y a encore quelqu'un qui a ouvert, je suis désolée. J'entends une réverbération, pardon. Il y a un micro ouvert et ça me siffle dans les oreilles. Merci. Alors, qu'est-ce que c'est que l'automatisation des procédures? L'automatisation des procédures, c'est quelque chose de simple, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a appris quelque chose, eh bien, on n'a pas besoin de penser à ce qu'on fait pour le faire. Alors, on va essayer d'imaginer une comparaison dans l'automatisation des procédures et l'apprentissage entre un permis d'être apprenant, donc apprenant, aller à l'école, aller en voie professionnelle, et le permis de conduire. Donc, on va imaginer que la personne 10, elle a son permis, mais ce qu'on lui demande à elle, c'est de conduire un smirmorque. J'imagine bien que parmi tous ceux qui sont présents aujourd'hui, tous ceux qui savent conduire, et je suis désolée d'imaginer que vous ne savez pas tous conduire un smirmorque, mais j'imagine qu'une grande partie d'entre vous ne sait pas conduire un smirmorque. Et c'est comme si on demandait à la personne qui va apprendre, puisqu'elle a son permis, de conduire un smirmorque, donc de conduire un véhicule qu'elle n'a peut-être pas l'habitude de conduire ou pour lequel elle n'a pas
toutes les compétences. Alors qu'elle, elle serait plus à l'aise à conduire une petite voiture. Désolée, parce que mon PowerPoint ne veut pas se dérouler tout à fait comme je… Voilà. Elle serait plus à l'aise à conduire une petite voiture et j'imagine bien que vous vous voyez dans la comparaison à choisir entre la petite voiture et le smirmorque. Je ne vois pas les mains se lever, mais je les imagine. Donc, elle doit conduire son smirmorque, mais en plus, elle doit conduire son smirmorque en marche arrière. Donc, la marche arrière, ça nécessite d'avoir non seulement automatisé les procédures, mais être en capacité de rétro-penser les procédures. Elle serait plus à l'aise à conduire une petite voiture avec une boîte auto. Et la boîte auto, ça évite de se demander si je dois changer de vitesse à 2500 tours ou à 3000. Elle doit conduire un smirmorque en marche arrière sur un long trajet. Alors pourquoi l'illustration sur un long trajet? Parce que parfois, on est en capacité de faire quelque chose sur un court moment, c'est-à-dire de mobiliser suffisamment d'attention pour le faire peu de temps. Mais si le trajet est plus long, c'est beaucoup plus compliqué. Elle serait plus à l'aise, elle, cette personne qui est en situation d'apprentissage, à conduire une petite voiture, boîte auto, sur l'autoroute. Alors, en réalité, par exemple, si je prends mon exemple personnel, j'ai horreur de conduire sur l'autoroute parce que c'est toujours pareil. Sauf que le toujours pareil, là, il va sauver la personne 10, puisqu'elle va avoir automatisé le paysage, elle va automatiser le fait que finalement, il y a 3 voies, c'est droit, c'est balisé de cette façon-là, et donc elle n'a plus besoin de traiter cette information-là. En situation d'apprentissage, non seulement elle doit conduire son smirmorque en marche arrière sur un long trajet, mais en effectuant des manœuvres. Certains d'entre vous ont-ils déjà essayé de reculer une petite remorque pour entrer dans un passage ou entrer dans le garage, le pire étant guidé par son conjoint qui vous donne les bons gestes à faire et surtout qui s'exaspère que vous n'arriviez pas finalement à comprendre que braquer à droite ou braquer à gauche veut dire faire le contraire avec ses roues. Donc, on lui demande de conduire ce smirmorque en marche arrière sur un long trajet en effectuant des manœuvres, alors qu'elle serait toujours bien plus à l'aise avec sa petite voiture boîte auto sur l'autoroute et avec le régulateur de vitesse. Ce régulateur de vitesse qui lui permet de ne pas être obligé de tout le temps contrôler si sa vitesse est conforme à celle qui est autorisée. Et puis, comme on est vraiment dans une situation d'apprentissage et que c'est complexe, pour qu'on enfonce un petit peu le clou, j'ai ajouté les yeux fermés. Vous vous imaginez conduire votre semi-remorque en marche arrière sur un long trajet en effectuant des manœuvres, les yeux fermés. Alors, certains d'entre vous vont dire impossible. La plupart des procédures que nous avons automatisées, nous sommes capables de les faire les yeux fermés. La preuve, c'est on dit je le fais les yeux fermés. C'est-à-dire, si je vous demande de lasser vos chaussures les yeux fermés, alors vous allez peut-être un petit peu chercher vos lacets, mais une fois que vous les aurez trouvés, vous pourrez tout à fait fermer vos lacets, lasser vos chaussures les yeux fermés. La personne dont on parle, non seulement elle préfère la petite voiture, la boîte auto, l'autoroute, le régulateur de vitesse, mais elle préfère aussi le GPS. Alors, que sont toutes ces petites choses, finalement, qu'on pourrait imaginer anecdotiques, boîte auto, autoroute, régulateur de vitesse, GPS? Tout simplement, ce sont des aménagements. C'est-à-dire que la personne 10, eh bien, elle a besoin qu'on mette en place des aménagements. Et si le but de ce qu'elle est en train de faire, c'est de conduire, eh bien, finalement, il suffit pour qu'elle conduise correctement qu'on mette à sa disposition non seulement la petite voiture, mais tous les outils qui vont la soulager. Ce sont les outils de compensation. Vous ferez le parallèle avec ceux qui existent dans les aménagements pédagogiques qui sont proposés. Parce que finalement, qu'est-ce qui va être très compliqué pour une personne en situation d'apprentissage si elle présente ces troubles du neurodéveloppement? C'est qu'elle a de nombreux empêchements. Ces empêchements sont autant d'obstacles à franchir. Et dans la vraie vie, dans notre vie à nous, de tous les jours, eh bien, ces empêchements, ces obstacles, nous pouvons les franchir si nous avons de l'énergie disponible. Si nous regardons la comparaison entre ces deux coureurs, en sport, il n'y a pas de compétition qui va opposer quelqu'un qui fait du saut
donc il court une course de haies contre quelqu'un qui courrait sur le plat. Parce que ça ne demande pas la même énergie, les chronos ne pourront pas être comparables. Alors, sauf si c'est moi qui cours sur le plat et puis voilà, quelqu'un de très, très sportif qui court sa course de haies, mais en réalité, courir sur le plat, c'est avoir automatisé une foulée, un rythme respiratoire, prendre une énergie qui vont être régulières. Courir en franchissant des obstacles, en franchissant les haies, c'est à chaque fois prendre le risque de tomber en accrochant la haie, à chaque fois prendre le risque de ne pas être arrivé au bon niveau pour franchir la haie, puisqu'il faut quand même calculer le nombre de foulées entre chaque haie, et donc une prise d'énergie et de risque beaucoup plus importante. Alors, quand les professionnels de santé demandent des aménagements pour les personnes en situation 10, on ne demande pas d'enlever la haie. Ça n'est pas possible d'enlever la haie puisque leur trouble neurodéveloppemental, c'est un trouble qu'ils vont garder toute leur vie. Mais on demande simplement de baisser le plus possible cette haie pour que l'impact du trouble soit le moins fort possible. Donc, les recommandations que l'on peut faire concernant les aménagements sont des recommandations qui parlent de bon sens, hein. La situation idéale, c'est la connaissance du trouble qui va permettre la reconnaissance et qui permettra de mettre en place des aménagements en sachant que les aménagements réussis sont ceux qui sont pensés ensemble. Ceux qui sont imposés ne fonctionnent pas. Puisqu'après, on peut avoir l'impression que l'autre ne fait pas ce qu'on lui a demandé de faire, mais peut-être qu'il n'était pas capable de le faire ou peut-être qu'il n'était pas suffisamment informé. Donc, c'est ceux qu'on va penser ensemble, ceux qui vont donc être individualisés, c'est-à-dire que le listing d'aménagement, il est intéressant, mais parmi ce listing, eh bien, il y a certaines choses qui ne sont pas intéressantes pour telle et telle personne. Donc, il faut vraiment les individualiser et surtout qu'ils soient réalisables, c'est-à-dire qu'ils soient réalisables, qu'on n'ait pas imposé, par exemple, aux enseignants, aux employeurs, de mettre en place des choses qui ne pourraient pas fonctionner. Parce qu'on va aller vers des classes, vers une mésestime de soi de la part de l'employeur, par exemple, qui ne réussira pas à mettre en place des aménagements, de celui qui n'aura pas reçu les aménagements, etc. Alors, avant de commencer par la description un petit peu des troubles, je voulais savoir si parmi vous, il y avait des questions. Donc, je vous laisse 30 secondes si quelqu'un a besoin de poser une question. Alors, je n'ai aucune question sur le chat. Ah oui, on avait oublié, merci Monsieur Parent, on avait oublié de dire que vous pouvez poser des questions par chat, hein. Bon, alors je continue. S'il n'y a pas de questions, c'est que tout va bien. Ça me fait plaisir. Alors, on va parler du trouble développemental du langage écrit, donc je rappelle dyslexie. Alors, qu'est-ce que c'est que ce trouble? Pour le comprendre un petit peu mieux, on va commencer par des mises en situation. Alors là, ce sera la loterie et vous aurez le droit de refuser la mise en situation si elle ne vous convient pas. Donc, ces petites mises en situation, elles sont destinées à vous faire éprouver les difficultés rencontrées. Donc, il va y avoir parmi vous des cobayes. Les autres, essayez de vous mettre dans la même situation aussi pour comprendre ce qui se passe. Donc, on imagine que vous êtes tous professionnellement experts, certainement experts en lecture aussi. Vous avez tous appris à lire, je l'imagine. Donc, je vais essayer d'aller regarder parmi les noms des personnes. C'est ça qu'il faut que j'arrive à faire. J'affiche pour voir à qui je peux donner la parole. Alors, je suis désolée parce que c'est compliqué. Voilà. Alors, la première personne que je vois, Madame Détruit, Anne Détruit, est-ce que vous allez bien vouloir être cobaye pour nous, s'il vous plaît? Alors, d'accord. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Donc, vous savez lire? Oui. Bon. Alors, on y va. Waouh. Oh là 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 là. Alors, pardon.
C'est du finlandais, là, que vous me proposez? Alors, en vrai, c'est du danois, donc Ouais, vous n'êtes d'accord. pas loin. D'accord. Et donc, mon rôle dans l'histoire, C'est d'essayer de déchiffrer et puis on ne se moquera pas parce que vous êtes courageuse de le faire. d'accord. Donc, vous voulez que je lise? S'il vous plaît. Ah, dis donc, je vais avoir du mal. Radtil foreldre avdukan går for att stimulera proget sproglig utveckling. Vous voulez que je continue? C'est très bien, vous pouvez continuer, madame. Vous êtes parfaite. Sog ajlep avnar der anledning till att såge tale pae dag dog. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Alors, ce qu'on a vu, c'est que effectivement, vous avez lu, c'est-à-dire vous avez déchiffré en regardant avec vos yeux, en faisant du bruit avec votre bouche, et ça correspondait plus ou moins, mais je ne suis pas experte en danois pour pouvoir dire si ça correspondait plus que moins à la prononciation danoise. Ce qui vous a manqué et ce qui nous manque à chacun, c'est le code qu'on n'a pas, hein. Il y a certaines lettres qui ne sont pas graphiquement les mêmes que les nôtres. Et surtout, comme on n'a pas accès au vocabulaire parce qu'on ne connaît pas ces mots-là, puisqu'on ne connaît pas le danois, sauf si quelqu'un connaît le danois parmi l'assistance, eh bien, on est en difficulté pour finalement mettre mettre une intonation. Donc, vous avez fait du déchiffrement. Donc, ce qu'on voit là, c'est que lire, c'est effectivement déchiffrer, mais ça ne va pas tout donner si on ne maîtrise pas le code. Alors, on va essayer de trouver un autre volontaire désigné. J'aime bien finalement désigner des volontaires. Alors, le nom après, c'est Corentin Mérette. Est-ce que vous voulez bien? Je peux. Eh bien, c'est très gentil. Donc, vous allez avoir un texte. Donc, on va supprimer le danois, on va mettre du français. C'est à vous, monsieur. OK. La caractérisation électrique a permis d'illustrer quelques caractéristiques du thyristor. Des densités de courant importantes supérieures à 300 ampères centimètre par centimètre carré ont été obtenues, mais sous des tensions relativement élevées, supérieures à 10 volts. Ce dernier point sera amélioré en se focalisant sur les problèmes de métallisation sur le SiC de type P. La dernière partie de ce paragraphe a permis de chiffrer le temps de mise en conduction du thyristor. Ces premiers résultats permettent de montrer expérimentalement que le SiC est un candidat sérieux au développement de composants de puissance, mais il reste encore du travail à faire pour améliorer les performances. Ben, je vous félicite hein, parce que bravo, c'était clair. Bah oui, non, c'est vrai. C'était clair, rapide. Donc, ça parle de quoi, s'il vous plaît? Ça parle du thyristor, a priori, Oui, et on est sur le champ lexical de matériel électrique, électronique, quelque chose comme ça. très bien. Donc là, ce qu'on voit, c'est que l'expertise, elle est double. Et donc, le hasard a bien fait les choses. Il y en a qui doivent se dire encore heureux que ça s'est tombé sur lui. Parce qu'en réalité, donc là, le déchiffrement, il était extrêmement rapide. On a vu quelques petites hésitations. Par exemple, la première fois, vous avez dû déchiffrer Thyristor et après, vous l'aviez automatisé. Là, sur cette lecture-là, parce que finalement, 300 ampères par centimètre carré, vous vous êtes demandé un petit peu, d'autant plus que le carré, il est là. Bon, voilà. Mais en réalité, là, la double expertise, c'est celle du déchiffreur et du compreneur. C'est-à-dire, vous êtes compreneur, donc vous avez pu lire très rapidement et en plus répondre aux questions. Donc, sur la fin du propos qui dit qu'il reste encore du travail à faire pour améliorer les performances, bah vous, finalement, vous avez le niveau de performance qui est parfait. Alors, comme vous êtes très bon, je vous garde, si vous voulez bien, pour la suivante, si vous à moins que vous ayez près de vous une victime que vous vouliez désigner. Je n'ai personne près de moi à désigner, donc bah alors on peut continuer. Je vous écoute. Nous ne travaillons qu'à remplir la mémoire et laissons l'entendement et la conscience vides. Nous savons dire, Cicéron dit ainsi, voilà les mœurs de Platon, ce sont les mots d'Aristote, mais nous, que disons-nous nous-mêmes? Que jugeons-nous? Que faisons-nous? Autant en dirait bien un perroquet. Ah, c'était moins facile finalement. Vous pouvez nous dire pourquoi c'était moins facile? Déjà, la police d'écriture est beaucoup moins lisible et au niveau de la ponctuation, c'est beaucoup plus chargé, donc ça trouble l'élocution, je trouve.
Voilà, eh ben, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que automatiser une procédure de lecture, je vous remercie beaucoup, hein. Automatiser une procédure de lecture, c'est avoir un déchiffrement donc maîtrisé, donc savoir identifier des mots. C'est, comprendre en même temps, presque, anticiper la compréhension, puisque vous savez bien que nos yeux, regardent les mots, avant que notre bouche ne les prononce, hein. Et puis en réalité, la lecture à haute voix, c'est pas une lecture, qu'on utilise beaucoup. Et c'est faire le calcul syntaxique des phrases. C'est-à-dire que là, tout à coup, on a affaire à un texte, plus philosophique qui demande à ce que, nous puissions nous poser pour comprendre ce qui est écrit. Et puis on a bien vu que, le «autant t'en dirait bien un perroquet», comme c'est pas une phrase, facile parce qu'on ne dit pas, voilà, c'est pas une formule de phrase, courante. Vous avez un peu hésité en vous demandant: «Est-ce que c'est bien comme ça? Est-ce que c'est la bonne intonation?» Et puis la police, parce qu'effectivement les polices, si elles ne sont pas transparentes, eh ben, elles peuvent poser problème. Il y a un traitement de surface, un traitement visuel de surface qui peut être gêné par la police. Alors, nous allons prendre quelqu'un d'autre. Je vais essayer de voir les noms de tout le monde. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Guylaine Leroux. Est-ce que vous voulez bien participer à votre tour, s'il vous plaît? Oui, je suis ici. Merci. Alors, est-ce que vous voulez bien lire ce texte? Mais je vais essayer. Nous ne travaillons qu'à remplir la mémoire et laissons l'entendement et la conscience vide. Nous savons lire, Cicéron dit ainsi, voilà les mœurs de Platon, ce sont les mots d'Aristote. Mais nous, que disions-nous nous-mêmes? Que jugeons-nous? Que faisons-nous? Autant en dirait bien un perroquet. Alors, est-ce que cette police était plus facile que la précédente? Pas du tout. Bon. Mais peut-être parce que je suis un peu myope, hein, donc Alors, on peut toujours trouver cette excuse-là, mais non, je crois, madame, je crois que c'était pas plus clair. Au contraire, hein, d'accord. alors elle est jolie, hein, c'est fait pour faire beau, mais elle n'est pas plus facile. Alors évidemment, vous venez de lire la même chose que ce qu'on a lu précédemment, mais c'est pas pour ça que le traitement était plus facile, parce que finalement, vous avez dû passer d'une police qui était celle-ci, pas simple, mais quand même transparente, assez régulière, à celle-ci qui est très régulière, mais où finalement les lettres ne sont pas bien formées. Et là, on doit faire non seulement le calcul syntaxique pour comprendre, mais le calcul graphique pour être sûr d'avoir bien vu les lettres. Comme vous êtes là, est-ce que vous voulez bien continuer malgré votre myopie? Oui, bien sûr. Merci. C'est à vous. Cette façon me fait souvenir de ce riche Romain qui avait été soigneux, à fort grande dépense, de recouvrer des hommes suffisants en toute science, qu'il tenait continuellement autour de lui, afin que, quand il échérait entre ses amis quelque occasion de parler d'une chose ou d'autre, il supplisse sa place et fusse prêt lui fournir, qui un discours, qui un vers, chacun selon son gibier, et pensait ce savoir-être sien, parce qu'il était à la tête de ces gens, et comme font aussi ceux desquels la suffisance loge en leur somptueuse librairie, quand bien nous pourrions être savants du savoir d'autrui, au moins sages ne pouvons-nous être que de notre propre sagesse. Eh bien, merci pour ce déchiffrement. Est-ce que vous savez nous dire de quoi ça parle? Mais pas du tout. Parce que Alors, oui, vous avez été obligé de mettre beaucoup d'énergie quand même dans le déchiffrement. tout à fait, tout à fait. Et puis, ce n'est pas un langage commun. Voilà, c'est une façon un peu alambiquée pour moi de s'exprimer. Voilà, c'est du vieux français, hein. Et donc, surtout, là, il y a une phrase qui commence ici, cette façon, et elle se termine là, à librairie. Donc là, plusieurs obstacles. Le premier obstacle, la police. Le deuxième obstacle, la longueur de la phrase qui ne permet pas d'anticiper, de mettre une intonation toujours correcte, hein, vous l'avez fait plutôt très très bien quand même, hein, avec un vocabulaire effectivement, comme vous dites, un peu alambiqué, c'est-à-dire un vocabulaire très ancien et choisi, donc échéré, il supplice, je ne sais pas si vous avez beaucoup utilisé ce verbe-là, hein, ou le verbe échoir, avec des mots donc qui sont un petit peu recherchés et
pour lesquels on doit aussi faire appel à un second sens ou un sens plus enfoui. Donc, je passe un petit peu de temps sur les illustrations concernant la lecture et on va aller vers le trouble de la lecture parce que 80% du temps scolaire d'un enfant, c'est 80% de confrontation à l'écrit. Que ce soit des choses à lire, que ce soit des choses auxquelles il doit répondre, mais pour lesquelles il doit bien sûr avoir fait un traitement de la lecture avant, que ce soit de la réponse écrite, c'est 80%. Or, qu'est-ce qui se passe pour les enfants qui présentent des troubles du neurodéveloppement affectant la lecture, donc les dyslexiques, c'est que le déchiffrement est complexe pour eux. L'identification des mots n'est pas automatisée. Donc, ils mettent énormément d'énergie à identifier les mots et de ce fait, ils ont beaucoup de mal à comprendre et avoir du temps et de l'énergie pour comprendre. Déjà, ça ne leur permet pas forcément de répondre aux questions qui leur sont posées, de montrer leur intelligence. On se rappelle tout à l'heure, la petite voiture, finalement, eux, ils ne peuvent pas montrer qu'ils conduisent, qu'ils savent conduire parce que c'est un smirmorque qu'ils doivent conduire sans arrêt. Mais au-delà de ça, à partir d'un certain âge, et donc à partir de la classe de CE2, le fait de réussir à lire correctement, ça permet de nourrir le langage oral. C'est-à-dire grâce au fait que vous lisez, que vous découvrez des mots nouveaux dans la lecture ou que vous découvrez des sens nouveaux de mots que vous connaissez grâce à la lecture, vous enrichissez votre vocabulaire. Et donc, pour la personne dyslexique, eh bien, c'est la double peine. Non seulement elle ne maîtrise pas la lecture, mais en plus, puisqu'elle ne maîtrise pas la lecture, elle ne continue pas à nourrir, à enrichir son langage oral. Et donc ça, c'est vraiment compliqué puisque c'est le langage oral qui permet aussi de comprendre ce qu'on nous dit et de comprendre ce qu'on a lu. Donc on est vraiment face à la double peine. Alors on va essayer de voir un petit peu plus précisément ce trouble, comment il se manifeste, en tout cas quels en sont les impacts. Alors j'ai une assurance vie en petit préambule. Donc, je vais vous montrer d'autres illustrations qui vont vous faire vivre des situations inhabituelles de lecture. On en a déjà vécu un petit peu, mais des encore plus inhabituelles, afin de vous permettre d'approcher les difficultés que rencontrent les dyslexiques. Donc, mon assurance vie, c'est là. Ça ne va pas vous rendre dyslexique. Si vous l'étiez avant, ce n'est pas de ma faute. Et ça n'est pas aussi le reflet exact de la situation de dyslexie, parce qu'en réalité, moi qui ne suis pas dyslexique, eh bien, je ne sais pas exactement résumer ce qui se passe à l'intérieur de la personne dyslexique. D'autant plus qu'il n'y a pas la dyslexie, mais il y a des personnes dyslexiques avec des manifestations qui peuvent être très variées en fonction des personnes. Alors, il faut que je trouve une autre personne qui soit cobaye. Je vais aller loin dans la grille. Est-ce que Madame Christelle Louvel veut bien être le cobaye? Oui, pas de souci. Je vous remercie. C'est à vous. Et bien là, je ne peux pas lire en fait. C'est fait exprès. Oui, c'est pas c'est écrit gentil, à hein. l'envers, mais alors j'ai quelques mots, mais Alors, vous avez le droit de c'est faire le doublement écrit à poirier, hein. l'envers. Ouais, Oui, c'est ça. Vous pouvez Sauf faire que le je suis poirier. nulle en poirier. Ouais. Alors, peut-être qu'on aurait dû demander d'abord qui était bon en poirier. C'est ça. Qu'est-ce que vous arrivez à lire quand même? Alors, le premier mot « que », ensuite, je ne suis pas sûre que il y a vous aux questions posées. Que répondez-vous aux questions posées? Très bien. De journée. Mmh. Oh là là. Je ne sais pas, il doit y avoir jeu après. Enfin, le mot d'après, je ne sais pas. Après, il y a jeu. Et je ne sais pas.
Eh ben, je suis désolée. Bah non. Alors, Le est-ce qu'il y dernier a mot de la quelqu'un- phrase, c'est stress. Enfin, je C'est crois. ça. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec vous qui peut prendre le relais ou vous êtes seul? Non, je suis toute seule. D'accord. Alors, on va Mm. demander à quelqu'un. Merci beaucoup. Je vous On en va demander prie. à quelqu'un d'autre de continuer. Est-ce que Jocelyne Jouan, vous voulez bien intervenir? Oui, bonjour. Eh bien, écoutez, non, je ne peux pas compléter ce qui est écrit. Vous n'arrivez pas du tout. Que répondez-vous aux questions posées qu'elle a lues tout à l'heure? C'est bon? 2 journées, ça Non, va? je n'aurais pas tout deviné, en fait, hein. J'avais vu le D'accord. mot que, vous, au, mais non, non. Là, ça m'est très compliqué, en fait. D'accord, ben merci, c'est pas grave. Est-ce que quelqu'un veut bien essayer de lire? Est-ce qu'il y a un volontaire qui se désigne? Ah, c'est dur, hein. En fait, c'est Madame Louvel. Je suis en train de tenter toujours de déchiffrer, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des lettres qui ont été rajoutées à des mots. Enfin, je ne sais pas. Non, en vrai, peux bien il n'y a pas de essayer. lettres, il y a pas de lettres C'est vrai. rajoutées à des mots. C'est vrai. Non, mais c'est difficile. C'est Mm. effectivement difficile. Il faut prendre un miroir. Ah bah oui, bah vous avez le droit, hein. S'il y en a qui arrivent avec un miroir, Je pense qu'il y a le mot connaissance, peut-être, à un moment donné. Je oui, peux le mot déchiffrer dans connaissance. le bruit à cause du stress. Du Lecture stress, cette ouais. lecture cette pénibilité étant accru. Enfin, vous ressentirez ainsi la Là. C'est bien, je vois, vous vous y mettez à plusieurs et ça Pénibilité. marche. La de toute la pénibilité. pénibilité compensation, de toute la. Ouais, c'est ça. compréhension. Compréhension. Alors, je vais vous arrêter 2 Connaissance. secondes. Je vous arrête 2 secondes. Je vous lis ce que vous venez de lire. Vous avez très bien déchiffré. Vous avez lu « Que répondez-vous aux questions posées ?» 2 journées dans le bruit à cause du stress. Lecture, cette pénibilité étant accrue enfin, vous ressentirez ainsi la pénibilité de toute la compréhension. Est-ce que vous pensez que ça veut dire quelque chose? Je pense qu'il faut prendre le texte par le bas. Ah, allez-y, c'est parfait. Le but des exercices qui vont suivre est de vous montrer comment les enfants dyslexiques, j'imagine, Oui. peuvent je ne sais pas. Identifier. Merci. Les mots. Quelle énergie cognitive et quoi? Investi, je crois. Oui. Investi, oui. D'accord. Dans la reconnaissance, c'est bizarre, il y a des mots simples et d'autres beaucoup plus. Laissant. D'accord. Alors, laissant Laissant peu. Peu d'énergie pour la compréhension. Voilà. Vous pouvez continuer. Vous Ressentez ainsi la pénibilité que de toute lecture, cette pénibilité étant accrue en fin de journée. Dans le bruit à cause du stress. Ouais. Que répondez-vous aux questions posées? Très bien, ben, merci beaucoup. Donc, évidemment, les dyslexiques, ils ne disent pas à l'envers, hein. Simplement, là, l'énergie, donc je vais vous mettre le texte à l'endroit, l'énergie qui a été nécessaire pour lire, c'est l'énergie dont ils ont besoin, eux, pour déchiffrer. Et donc, on voit bien qu'il y a des leurres, hein. Alors, il y avait un leurre qui était de faire une phrase en haut qui commençait par une majuscule et finissait par un point d'interrogation, mais qui était la dernière. Mais du coup, il y a des normes de lecture et on sait se repérer. Et en tout cas, les enfants dyslexiques, eux, ils se repèrent et ils se raccrochent à des choses qui leur paraissent évidentes. Donc, ils ont compris que les phrases commençaient par une majuscule, que quand il y avait un point d'interrogation à la fin, ça pouvait ressembler à une phrase. Donc, c'est pourquoi vous vous êtes accrochés au début, ce qui était normal, hein,
il y avait aussi une majuscule en bas, mais vous avez été happé par la majuscule du haut pour commencer. Après, qu'est-ce qui est difficile? Bah, oui, c'est difficile de déchiffrer quelque chose qui a été mis en miroir. En plus, c'est un double miroir. Et toute l'énergie que vous avez investie, finalement, vous l'avez investie en plus à plusieurs. Ce qu'on a vu aussi, c'est le fait qu'à un moment donné, il y en a une qui lit et ça donne la possibilité à celle qui n'est pas interrogée de reprendre un petit peu de recul pour pouvoir se remettre dans la lecture. Parce qu'il y a aussi ce phénomène auquel il ne faut pas, négliger, c'est que lorsqu'on est interrogé, il y a une pression, la pression de la réussite. Alors là, derrière l'écran, elle est peut-être moins importante, cette pression de la réussite, puisque finalement, on ne se voit pas, hein. Je propose cette illustration régulièrement dans des formations, et quand les gens sont tous à côté les uns des autres et que celui qui est interrogé se rend compte, premièrement, qu'il n'y arrive pas, mais deuxièmement, que d'autres font des hypothèses et arrivent un petit peu, ben, c'est un peu stressant. Donc finalement, notre personne dyslexique, elle subit le stress des autres en plus. Alors ça n'est pas terminé puisque ça se termine par que répondez-vous aux questions posées. Donc je vais vous demander de répondre aux questions posées. Donc la question posée, c'est combien y a-t-il de noms dans ces phrases? La première personne qui trouve la réponse peut la proposer. Je vous laisse quelques instants pour lire. Alors, est-ce que quelqu'un a compris et trouvé le nombre de noms? Alors, je me permets de vous rappeler les noms, c'est une catégorie grammaticale. C'est des pas-verbes, des pas-adjectifs, des pas-de-verbes. Je vous ai aidé, hein? Alors, qui se lance? Dans la première phrase, je dirais 6. Oui. Et dans la seconde? Mais je ne lis pas le premier mot. Ah bah oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut l'aider? On va dire qu'il y en a au moins 6. Alors, on va vérifier. Donc, c'est un texte qui a été dicté à un enfant. C'est véritablement quelque chose écrit par un enfant dyslexique. Donc, ça a été dicté à un enfant dyslexique. Donc, il a écrit ce qu'il a entendu, comme il sait l'écrire. On a dit tout à l'heure que le trouble de l'orthographe était souvent lié au trouble de la lecture. De fait, si on ne sait pas bien identifier des mots, on va avoir du mal à mémoriser la forme orthographique du mot pour l'écrire. Donc, cet enfant, il a sous dictée écrit les 2 phrases qu'on lui demandait d'écrire, et quand on lui demande de répondre à la question, ben voilà, il a ce texte-là devant les yeux. Donc, je vais vous le lire. Le corbeau. Un corbeau perché sur l'antenne d'un bâtiment tient dans son bec une souris blessée. Donc, 2 fois corbeau, antenne, bâtiment, bec, souris. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous aviez raison. C'était ceux que vous aviez trouvés? Oui, tout à fait. Alors, je vais vous donner le mot d'après. Rendu furieux par cet oiseau cruel, des enfants lancent des cailloux pour l'obliger à s'envoler. Donc, on a oiseau, enfant, caillou. Donc, en tout, il y avait 9 noms dans ces phrases. Là, ce qu'on voit, c'est des difficultés qu'on appelle les difficultés phonologiques. C'est-à-dire, contrairement à un enfant qui ferait des fautes d'orthographe, un enfant qui serait pas bon en orthographe, une personne dyslexique, elle va confondre des sons. C'est-à-dire que le en de antenne devient on. Le B de bâtiment devient P. De la même façon pour le B de blessé. Le T pour rendu à la place du D. D'accord? Encore le l'once au lieu de l'anse. Le caillou, donc le son complexe yeux qui n'est pas traduit.
l'obliger, donc là encore le on, le peut-be, d'accord? On voit aussi des erreurs de segmentation, hein, s'envoler, son vol, d'un bâtiment, en un seul mot, et puis des inversions de lettres, hein, tim pour tien, c'est-à-dire que l'enfant qui écrit a dans sa tête une mémorisation du son yen, I-E-N, mais fait une confusion entre le N et le M et une confusion dans l'ordre des lettres. Donc, bien sûr, accéder à la compréhension et montrer son intelligence quand on est face à un texte comme ça, c'est compliqué. On va continuer. Donc là, le texte va être un petit peu différent. Je vous demande, ligne 8, de me dire qu'a fait le corbeau. Alors, toute la première partie devrait être facile puisqu'on l'a déjà lu. Et la ligne 8, c'est celle qui est entre la 7 et la 9. Alors, qui se lance? Grand moment de solitude. Merci. Déplier ses ailes et... Oui. Ah, déplier ses ailes et s'était lancé. Alors, il s'était lancé, c'est vrai, mais il n'a Ou pas déployer. déplié ses ailes. Déployé, très bien. Mm. Voilà, bravo. Donc, effectivement, il a déployé ses ailes et s'était lancé. Donc, on va relire quand même, hein. Un corbeau perché sur l'antenne d'un bâtiment tient dans son bec une souris blessée. Rendu furieux par cet oiseau cruel, des enfants lancent des cailloux pour l'obliger à s'envoler. Le corbeau les a observés, puis a déployé ses ailes et s'est élancé en lâchant la souris que les enfants vont recueillir et soigner. De la même façon, un enfant plus grand à qui on demande d'écrire sous dictée et qui doit après répondre à une question, ben, c'est compliqué. Alors on voit bien là, pareil, hein, des oublis de lettres, donc le L de blessé, des lettres un petit peu sophistiquées. Alors c'est une écriture de plus grand, hein, donc même de plus grande, c'est une jeune fille. Elle s'essaye aussi à faire des jolies lettres, mais regardez surtout ce mot cruel avec 3 L. C'est-à-dire qu'elle a écrit cruel avec un seul L, et puis elle s'est dit, ah ben non, j'ai mis 7, c'est féminin, donc elle a rajouté 2 LE. Eh bien, ça, c'est flagrant chez les enfants 10, c'est-à-dire qu'ils complexifient les choses. Ils ont des notions, c'est-à-dire que là, cette petite jeune fille, elle a des notions grammaticales, hein. Elle essaie d'accorder, elle essaie de faire des fins disons, des déclinaisons de verbes, des flexions verbales. Elle essaie de conjuguer. Alors évidemment, elle ne conjugue pas tout à fait comme il faut, mais elle essaie de conjuguer. Les verbes, ça ressemble à des verbes quand même. Et elle met certainement beaucoup d'énergie à essayer de faire ça. Mais du coup, c'est compliqué aussi pour elle, parce que finalement, elle est dyslexique, et donc on lui demande d'écrire quelque chose, et elle ne maîtrise pas les sons, elle ne maîtrise pas l'orthographe, elle ne maîtrise pas toute la grammaire. Et quand on lui demande après, en plus de travailler sur son texte pour aller rechercher une information, c'est compliqué. C'est aussi compliqué pour l'enseignant qui doit relire ça. Et dans le monde du travail, on peut encore avoir des adultes qui peuvent faire ce type d'erreur, qui sont en telle difficulté pour écrire que, voilà, on va pas, ils sont illisibles, ou alors ils vont dire, non, je n'ai pas mes lunettes, je peux pas écrire. Ça, c'est une alerte importante, hein, pour ceux qui rencontrent des adultes. Les personnes qui vous demandent de remplir le chèque à leur place, ou qui vous disent, je n'ai pas mes lunettes aujourd'hui, j'arrive pas bien à voir, je peux pas. Et c'est pas la myopie de la dame de tout à l'heure, hein, c'est vraiment le truc qui va empêcher d'accéder à l'écrit, que ce soit de lire ou d'écrire. C'est un petit signal d'alerte. Alors c'est un peu délicat, hein, d'essayer de comprendre un peu plus, mais voilà, c'est un signal d'alerte sur une non-maîtrise de la lecture et de l'écriture. Alors on va continuer. Donc on va essayer de comparer, j'en ai parlé tout à l'heure, comparer l'énergie mobilisée pour la reconnaissance des mots, puisque lire des mots, c'est d'abord les reconnaître. Donc,
l'énergie mobilisée pour la reconnaissance des mots, et puis celle disponible qui reste disponible pour comprendre. Donc, dans la première partie en haut, vous verrez l'énergie utilisée par une personne lambda, et en bas, la personne dyslexique. Là, on voit un processus de reconnaissance rapide et de compréhension qui peut disposer de temps, et là, un temps de reconnaissance très, très long et une compréhension, finalement, qui n'est pas suffisante puisqu'on est déjà passé à autre chose. C'est la vie des dyslexiques. C'est-à-dire que très vite, on est passé à autre chose parce qu'eux, ils sont toujours en retard, finalement. Ça nécessite toujours beaucoup d'efforts. Plus on fait d'efforts, plus on mobilise de l'énergie. Il y a aussi de la lenteur, on a bien vu cette lenteur donc qui ne leur permet pas de terminer à temps. Alors, dans les aménagements, souvent, on dit qu'il faut donner du temps en plus. Sauf que chacun d'entre nous a une réserve énergétique voilà, lambda, mais qui n'est pas forcément, c'est pas parce qu'on va me donner plus de temps que je vais avoir plus d'énergie. Hein. Quand mon énergie elle va être terminée, ça va être compliqué. Donc, dans les aménagements, on revient quand même beaucoup sur ces aménagements de temps supplémentaires hein, qu'on appelait le tiers-temps. En tout cas, nous, professionnels de santé, orthophonistes, entre autres, on préconise plutôt de soulager de la lecture de façon à ce que le temps disponible soit un temps de compréhension et un temps de traitement de ce qu'il faut faire, plutôt que de laisser plus de temps pour que la personne ait le temps de lire, mais du coup, elle aura épuisé toute son énergie, il ne lui en restera plus pour montrer son intelligence, répondre aux questions, etc. Et l'encodage dans tout ça, on en a parlé un tout petit peu, mais je vais le redire. Pour écrire, il faut 3 choses essentielles. Premièrement, maîtriser les règles de conversion phonético-graphique. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est j'entends corbeau et je sais que c'est K, O, R, B, O. Donc, le premier encodage que je vais faire, c'est un encodage phonético-graphique. J'ai entendu des sons et je recherche dans mon lexique phonologique les lettres qui correspondent à ces sons-là. Deuxièmement, il faut disposer du lexique orthographique. Le lexique orthographique, c'est ma fréquentation des mots écrits qui me permet de savoir que finalement le K de corbeau, ce n'est pas un K mais un C, et que le O de corbeau, ce n'est pas un O mais EAU. Pour disposer de ce lexique orthographique, il faut bien sûr, donc, comme je disais tout à l'heure, que j'ai fréquenté le langage écrit, c'est-à-dire que j'ai vu régulièrement la forme écrite correcte, soit que je l'ai lu moi-même, soit si je suis en difficulté de lire, qu'on l'ait lu pour moi. Alors là, c'est pareil. On a parfois l'impression que pour mieux lire, il suffit de lire plus souvent, d'apprendre plus souvent à lire, de s'entraîner plus à lire. Sauf que, par exemple, en sport, si on refait une comparaison en sport, moi, ce n'est pas plus je vais m'entraîner à sauter à la perche, plus je serai douée en saut à la perche. Je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas les dispositions physiques pour pouvoir le faire, et donc je ne vais pas réussir à le faire. Eh bien, l'enfant dyslexique, il n'a pas les dispositions pour lire correctement. Donc, ce n'est pas plus il va lire, mieux il va lire. C'est plus il va lire autrement, mieux il va déchiffrer le langage écrit. C'est-à-dire, plus on va lire pour lui, eh bien, plus on lira correctement corbeau pour lui, plus il pourra fixer, tant est qu'il ait le texte en même temps sous les yeux, fixer l'orthographe du mot corbeau pour pouvoir après reconnaître le mot corbeau et pouvoir après l'écrire correctement. Alors, vous êtes tous allés à l'école, vous vous rappelez des mots à copier plusieurs fois quand on faisait des fautes. Ça marche très très bien pour, on va dire, l'enfant lambda. Pour l'enfant dyslexique et orthographique, c'est compliqué parce qu'il risque premièrement de faire énormément d'erreurs en recopiant les mots, même s'il a le modèle, parce que comme il n'a pas automatisé, à chaque fois il va retourner regarder le modèle, il va écrire lettre à lettre, et donc il va plutôt fixer l'erreur que fixer la bonne forme orthographique. Donc là aussi, quand on doit aider sur le lexique orthographique, donc l'orthographe des mots, il vaut mieux faire l'apprentissage sans erreur, c'est-à-dire je montre le modèle, j'apprends à l'épeler, à le reconnaître, en disant tiens, est-ce que tu sais remarquer ce qui est important dans corbeau? Ah oui, c'est EAU, c'est pas O, effectivement. Et c'est comme ça qu'on va plutôt maîtriser. On n'en a pas fini pour écrire.
en plus, il faut pouvoir mobiliser le calcul syntaxique qui va être nécessaire au respect des règles grammaticales. Si c'était les corbeaux, il faut que je pense à mettre le X. Alors ça, tout le monde doit faire ces 3 étapes pour écrire. Mais en réalité, l'enfant dyslexique, il est déjà souvent bloqué à cette étape-là. Donc du coup, puisqu'il va faire des erreurs de son. Vous avez vu les P, les B tout à l'heure, les T, les D, etc. Donc il aura du mal à maîtriser le lexique orthographique. Et donc mobiliser le calcul grammatical, si ça finit par un O, ça finira peut-être par un S, mais pas par un X en tout cas. L'encodage reste compliqué aussi. Alors, je fais une toute petite pause sur cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens d'expliquer? M. Barraud, est-ce qu'il y a des questions dans le chat? J'ai rien dans le chat, si ce n'est une attente d'envoi du support, à laquelle j'ai répondu. Voilà. C'est parfait, merci. Alors, on continue. Donc, quels sont les impacts en situation d'apprentissage? Un enfant qui présente un trouble de la lecture et de l'orthographe, donc dyslexie d'orthographie, il a d'abord des difficultés de déchiffrement et donc des difficultés de compréhension. Il a des difficultés pour tout ce qu'on appelle les traces mémoire. Parce qu'en apprentissage, mais aussi dans notre vie de tous les jours, on soulage notre mémoire grâce à l'écrit. C'est-à-dire on soulage notre mémoire en écrivant des choses et en y ayant recours après. Ben lui, il ne va pas pouvoir faire ça. Donc, tout est sur une mémoire orale, on va dire verbale. Dès qu'il faut transmettre des informations écrites, la personne va être en difficulté. Dès qu'il faut recevoir des informations écrites, la personne va être en difficulté. Donc, les aménagements, c'est simple, c'est soulager toute lecture. Soulager toute lecture, ça peut se faire donc, à l'école grâce à la lecture par un tiers ou par un logiciel de lecture, qui est possible aussi. Et après, soulager toute lecture dans la vie professionnelle, c'est autant que faire se peut, vous vous rappelez que les aménagements, il faut qu'ils soient réalisables. Donc, quand on est dans le monde professionnel, c'est peut-être soulager autant que possible de toute lecture, ou en tout cas, simplifier la lecture, suppléer l'écrit par des pictos, des consignes orales, qui permettent d'aider. Et puis, quand il s'agit d'écrire, permettre l'utilisation de dictée vocale. On a quand même maintenant des outils à disposition qui permettent réellement de suppléer la lecture et l'écriture pour les personnes en situation de dyslexie. Alors maintenant, on va parler un petit peu plus rapidement parce que la dyslexie, c'est le trouble le plus prégnant, le plus fréquent. C'est celui que vous allez donc rencontrer le plus souvent. Et c'est celui qui permet les meilleures illustrations par écran interposé. Alors, la dyspraxie, donc trouble développemental de la coordination, donc c'est une altération à exécuter des gestes, donc des gestes qu'on va avoir appris, et c'est une altération de cette capacité à les utiliser de manière automatique. Il faut toujours, les personnes dyspraxiques ont encore besoin de beaucoup séquencer et elles peuvent se perdre dans les étapes. Il n'y a bien sûr aucune atteinte neurologique, c'est-à-dire il n'y a pas de paralysie des membres impliqués dans le geste. Et il y a de nombreuses formes de dyspraxie. Donc, elle peut être constructive visuospatiale, etc., orofaciale, et elle peut engendrer une dysgraphie. Donc, les formes les plus courantes sont les dyspraxies constructives visuospatiales, les dyspraxies orofaciales, donc qui touchent la parole également, et les dysgraphies qui touchent l'écriture. Donc, ce qui est compliqué, c'est donc la non-automatisation du geste, c'est-à-dire qu'il s'agisse de, on va dire, fermer une bouteille, lasser ses chaussures, écrire, ranger des objets, s'habiller, c'est pour certains parler. Donc, tous les gestes, que ce soit les gestes faits par les mains, les gestes faits par le bout des lèvres et les gestes faits avec les jambes, avec souvent une difficulté de coordination visio-motrice, c'est-à-dire l'œil qui nous permet, si je dois attraper une bouteille à une certaine distance de ma main, ce sont mes yeux qui vont me permettre d'estimer cette distance, qui vont me permettre d'estimer la forme de la bouteille, qui vont me permettre d'estimer la force que je dois mettre dans l'appréhension de cette bouteille, puisque
je verrai si elle est plus ou moins pleine, si elle est lourde ou pas, si c'est une bouteille en plastique ou une bouteille en verre, etc. Donc, la vision, elle coordonne aussi tout ça. Et dans la dyspraxie, on a vraiment une altération de toutes ces capacités de maîtrise automatique. Donc, les impacts en situation d'apprentissage, lenteur dans l'exécution des tâches, et je n'ai pas marqué, lenteur et parfois même épuisement, voire impossibilité de se mobiliser pour faire certaines tâches. Difficulté de coordination des gestes et des tâches. Donc, difficulté de coordination des gestes, quand je dois faire plusieurs gestes, je suis en difficulté. Et des tâches, c'est-à-dire que ça peut aussi impacter le fait que je dois d'abord faire ça, puis après faire ça. Et donc, cette chronologie peut être affectée par la dyspraxie. Ça génère une fatigabilité importante. Les gestes sont maladroits. On remarque beaucoup les personnes dyspraxiques, alors surtout les enfants dyspraxiques. Ils se cognent dans tout, ils font tout tomber, ils ne freinent pas. Défaut de freinage, c'est ils vont dans la cour tout petits, ils jouent et puis ce sont ceux qui rentrent dans les copains, qui se butent partout, qui ne vont pas maîtriser leur force. Ben oui, parce que tout ça, c'est aussi la précision, la vitesse d'exécution. C'est aussi une maîtrise qu'on doit automatiser, donc qui n'est pas automatisée chez eux. Plus grands, on leur reproche effectivement toujours d'être maladroits, de tout laisser tomber, de ne pas ranger correctement leurs affaires. Il y en a partout, les feuilles, elles sont éparpillées, c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver. Ils ont du mal à comprendre, parfois certains ont du mal à comprendre les schémas, ont du mal à comprendre les plans, ont du mal à maîtriser, par exemple, le compas, certains outils qu'on utilise à l'école. Et surtout, quand on imagine la vie d'après, il faut faire très attention parce que certains métiers ne sont pas envisageables pour les dyspraxiques. Or, pendant longtemps, on a imaginé que ces enfants dyspraxiques, ils allaient, comme ils avaient des difficultés à l'école, qu'on n'identifiait peut-être pas correctement l'origine des difficultés, mais aussi que parfois ils pouvaient être et dyslexiques et dyspraxiques, on imaginait qu'il valait mieux les orienter vers une voie professionnelle. Et on les envoie parfois au casse-pipe, si je peux me permettre l'expression, puisqu'on les envoie réaliser des tâches qu'ils ne maîtrisent pas. Nombre de couvreurs, de boulangers, pâtissiers dyslexiques, dyspraxiques, se sont retrouvés en très grande difficulté parce que leur dyspraxie les empêchait d'être rapides dans l'exécution et même d'être en sécurité. Donc, c'est une alerte que je fais parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnel qui accompagnent les demandeurs d'emploi ou les formations professionnelles. Attention, ces diagnostics de dyspraxie, il faut pouvoir les avoir en tête et peut-être les faire poser s'il y a des inquiétudes concernant la maîtrise des gestes, parce que dans le monde du travail, ça ne va pas marcher. Alors, les aménagements, adaptation du poste de travail, adaptation des tâches, verbalisation des gestes, mais anticipation de la capacité réelle à pouvoir exercer le métier. À l'école, ce qu'on demande pour ces enfants-là, c'est des codes couleurs, des pochettes de rangement plus simplifiées, même carrément parfois des feuilles de couleurs différentes en fonction des matières. Quand ils apprennent à lire et à écrire, on fait des repères sur la feuille, des lignes colorées pour pouvoir montrer l'espace, le sens de l'écriture, etc. Il y a des outils qui sont prévus pour les enfants scolarisés, tels que des ciseaux aménagés pour leur permettre de découper malgré tout, des compas bloqués, mais aussi, très souvent, ce sont des enfants qui ont besoin d'une aide humaine, donc d'une AESH, dans l'accompagnement de ces tâches-là, qu'on appelle, nous, tâches de bas niveau, c'est-à-dire que ce ne sont pas les tâches nécessaires à mobiliser l'intelligence et à montrer l'expression de l'intelligence, ce sont des tâches subalternes ou préparatoires à la tâche principale, et donc on dit toujours qu'il faut soulager des tâches de bas niveau. Pas de questions sur la dyspraxie? Je continue. Alors, on va parler du trouble développemental du langage, de la dysphasie.
Alors, la dysphasie, c'est un trouble qui est peu connu parce que le diagnostic de dysphasie est un diagnostic qui a longtemps été controversé et donc complexe à poser. Grâce au DSM-5, nous orthophonistes, puisque ce sont les orthophonistes principalement qui posent ce diagnostic de trouble du langage, peut-être les médecins aussi, hein, donc trouble sévère du langage, on se rend compte que beaucoup d'enfants qui présentent des dyslexies ont des difficultés de traitement du langage oral et ont des dysphasies finalement. Et donc, dans la répartition de la population, on va se rendre compte maintenant d'un continuum entre un trouble du langage oral qui retentit la plupart du temps sur le langage écrit, avec donc les deux aspects, dyslexie et dysphasie. Alors, la dysphasie, c'est un trouble qui va atteindre la réception du langage, c'est-à-dire la compréhension. Et ce n'est pas l'audition, ce n'est pas « je n'entends pas bien hein, », c'est « j'ai du mal à traiter les informations acoustiques, le traitement acoustique de ce qu'on me dit ». Alors, je vais vous faire un petit exercice de traitement acoustique. Alors, j'ai besoin d'un autre cobaye. D'habitude, je dis une victime, mais ce n'est pas très sympa de dire une victime. Mais bon, maintenant que je l'ai dit, vous le savez. Alors, est-ce que la personne qui s'appelle Marie-Pierre veut bien? C'est parti. Eh bien, vous êtes adorable. Je vous dis quelque chose et vous allez le répéter, s'il vous plaît. D'accord. D'accord? Du trisilicate anhydrique de magnésium. Du trisilicate anhydrique du je ne sais plus. Alors, merci. Hein, merci. J'illustre quoi là? Je vous fais simplement répéter des mots que vous ne connaissez pas. Si je vous les explique, vous allez vous rendre compte que vous les connaissez un petit peu. Mais comme j'ai dit rapidement, vous ne savez pas du tout de quoi je parle, vous avez reproduit le maximum de sons que vous aviez mémorisés et identifiés. Si je vous le redis en le découpant, du trisilicate anhydrique de magnésium, est-ce que vous pouvez mieux le répéter? Sans doute, du trisilicate, et il manque le amené, je ne sais pas quoi, et vous m'avez parlé de magnésium. Voilà, donc anhydrique. Donc anhydrique, A-N-H-Y-D-R-I-Q-E, donc hydrique, qui a un rapport avec l'eau. Maintenant que je vous l'ai expliqué, vous allez pouvoir le mettre en mémoire. Je ne vais pas vous redemander de le faire, hein, de toute façon. Le traitement, la réception du langage, c'est ça, c'est traiter des sons. Alors évidemment, si je vous dis lavabo, c'est facile à répéter, parce que c'est un mot courant que vous connaissez bien. Il est facile, il n'est pas complexe. Et vous avez tout de suite accès à la représentation la représentation mentale. Et donc, comme vous avez la représentation mentale, vous avez la mémoire. Pourquoi vous avez bloqué sur anhydrique? Parce que vous n'aviez pas la représentation mentale en suppléance. Maintenant que vous l'avez, c'est plus facile pour vous. Mais je ne vous demande pas de répéter, je vais demander à quelqu'un d'autre de participer. La personne qui s'appelle Catherine Bayeul, est-ce que vous voulez bien? Ah, ah. Alors, elle n'est pas là. Alors, Fatima Azam, est-ce que vous voulez bien? Tout le monde. Ah, voilà, tout le monde n'est pas parti. Merci, madame. Le son. C'est pour Oui, ça. pardon. Alors, je vais vous faire pareil, je vais vous dire un petit mot. Crésoxypropanédiol. Crésoxypropanédiol. Très bien. Vous avez écouté ce qu'on a dit tout à l'heure avec votre collègue. Est-ce que vous vous rappelez de la suite du trisilicate? Non. Rien du tout, un petit peu? Trisilicate, un rapport avec l'eau, je ne sais plus. Je ne sais plus. Merci. C'est l'illustration, donc merci de faire ça, c'est l'illustration exacte de la difficulté que peut rencontrer la personne qui a un trouble sévère du langage qui affecte la réception de son langage. C'est-à-dire que vous vous rappelez, mais l'accès au mot précis, comme c'est un mot qui n'est pas forcément utilisé beaucoup, on ne raconte pas ça tous les jours, anhydrique, vous n'arrivez pas à activer la représentation. Si le mot est écrit, ça va être plus facile. Je vous ai dit tout à l'heure que
certaines personnes dyslexiques étaient dysphasiques et donc que certains dysphasiques sont dyslexiques. Donc, quand on n'a pas la suppléance de l'écrit, quand on est dysphasique, c'est compliqué. Donc, ce trouble qui va atteindre vraiment le traitement acoustique et l'accès aux mots ne va pas permettre la compréhension. Il va aussi atteindre la plupart du temps la production du langage, c'est-à-dire l'expression avec des mots qui vont être altérés, mal reproduits. La forme globale, ils l'ont en tête, mais ils ont du mal à produire. Un peu comme si je vous chantais quelque chose. Je vais vous chanter quelque chose. Na 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 na. Na 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 na. Eh bien, là, vous l'avez dans l'oreille. On peut même dire que vous l'avez dans la tête. Mais que si je vous demandais de reproduire cette forme sonore, donc cette forme acoustique que vous avez entendue, ben, peut-être que ce n'est pas sûr, si vous ne connaissez pas déjà l'air, ce n'est pas sûr que vous arriviez à la reproduire. Ce qui va vous permettre éventuellement de la reproduire, c'est qu'on s'entraîne à la dire plusieurs fois ensemble, ou alors que vous vous essayiez à le faire et puis qu'on vous corrige un peu, d'accord? Ou alors que vous connaissiez les notes de musique et qu'on vous donne les notes de musique pour que vous chantiez les notes de musique. Eh bien voilà, la personne dysphasique, chanter les notes de musique, eh ben, ce serait avoir recours à l'écriture, déjà à relire un mot qui est écrit. S'essayer plusieurs fois, c'est ce dont ils ont le plus besoin. Et là où un enfant ou une personne lambda va pouvoir s'approprier un mot en l'ayant entendu en contexte environ une dizaine de fois, une personne dysphasique, il va falloir qu'elle perçoive plus d'une trentaine de fois ce mot dans le même contexte exactement, c'est-à-dire prononcé par la même personne, avec le même sens, dans le même contexte, pour pouvoir s'approprier le mot. Donc, vous voyez bien qu'en situation d'apprentissage, où on change de matière régulièrement, où donc on évolue aussi dans la matière, on évolue par chapitre et donc on a accès à un nouveau vocabulaire, ça peut être très compliqué. Dans le monde professionnel, ça veut dire que pour ces personnes-là, il va falloir suppléer la nécessité qu'ils ont à avoir une répétition fréquente du mot par d'autres choses pour que ce mot soit plus prégnant plus vite. Donc, la dysphasie, elle va donc atteindre le traitement acoustique, ça générera un trouble d'accès aux mots. Trouble d'accès aux mots, c'est vraiment le mot sur le bout de la langue, mais tout le temps, quoi. Et du coup, on sait que c'est un mot long, compliqué. Ah, mais oui, je vois bien, ça commençait. Ah, je crois que ça commence par un i, mais on n'arrive pas à le donner. Ça va générer aussi des troubles dans l'organisation des mots dans la phrase, donc des phrases qui vont être, on dit, agrammatiques. Et puis, ça peut générer des difficultés dans le traitement de la pragmatique, c'est-à-dire la difficulté à traiter le contexte, à voir que le mot volume, finalement, le sens premier du mot volume, si c'est le volume d'eau, du coup, quand ça va être baisse le volume et que c'est le volume sonore, ça peut être difficile. Ça va être aussi délicat pour une personne dysphasique, parfois, de comprendre le sens de l'humour, de comprendre l'intonation d'une phrase. Si je dis « il fait nuit » ou « il fait nuit », il fait nuit. Il y a des variantes et traiter ces nuances peut être un petit peu compliqué. Madame Garcia, je vous interromps. J'ai deux questions qui vont dans le même sens de la part de Madame Jouan et puis de Madame Grenier qui concernent le diagnostic. Donc, si l'une des deux veut prendre la parole pour étoffer un peu la question. Je vous écoute, je vous en prie. Oui, par rapport à des adultes. Oui, donc Madame Chouan, en fait, la dernière pierre, et j'ai détecté qu'il pourrait avoir des difficultés liées au 10, de manière générale, parce que je suis sur un poste responsable des ressources humaines, mais bon, je n'ai pas ce côté spécialiste qu'on évoque un peu aussi aujourd'hui. Et en fait, c'est un jeune adulte qui, en fait, est un peu livré à lui-même, on va dire ça au niveau parent, en fait. Comment on peut aborder le sujet sans trop de gêne et en même temps, je pense qu'il y a une nécessité qu'il y ait un diagnostic pour son avenir professionnel, en fait, que ce soit poursuite d'études ou intégration dans le monde du travail.
comment on peut… Et en même temps, j'étais en train d'écrire une deuxième question, en fait, c'est comment on peut reconnaître, ou en tout cas détecter quelqu'un qui est dysphrasique, dyslexique, dysphasique, en fait. Ah, alors, Parce que et nous, en entreprise, en fait, on a mis en place ce qu'on appelle un diagnostic socio-professionnel. Alors, je fais partie d'une entreprise adaptée, hein, donc essentiellement des personnes en situation de handicap, mais la complexité d'une entreprise adaptée, c'est qu'ils ont une reconnaissance de travailleurs en situation de handicap et qu'on n'est pas censé savoir leur handicap. Et en même temps, il faut qu'on s'adapte. Donc, de par la proximité, les managers peuvent avoir quelques informations de la part du handicap du salarié. Mais nous, ce diagnostic, en fait, on fait 1 mois après l'embauche. Donc, on a créé, enfin, c'est une stagiaire qui nous avait créé un peu, voyez, des tests de lecture comme chez l'ophtalmo. On leur demande de nous dire l'heure, enfin bon, sous forme ludique. Mais comment on peut détecter quelqu'un qui aurait, au-delà, quand on dit des problèmes d'écriture, mais effectivement, derrière, il y a tout un monde, en fait. Bah oui, alors après, le parcours de dépistage qui va mener vers des diagnostics, c'est un parcours complexe. Alors, c'est déjà un parcours complexe pour les enfants. Alors, même si les alertes sont plus faciles, en tout cas, les professionnels qui s'occupent des enfants sont de bons repéreurs, mais le parcours est complexe puisque les professionnels ne sont pas forcément déjà en nombre. Et après, quand il s'agit des adultes, ça devient de plus en plus compliqué. La meilleure solution en entreprise, c'est effectivement ce que vous avez dit, la proximité, c'est-à-dire le dialogue, l'échange, la possibilité de dire à quelqu'un, voilà, est-ce que tu as été en difficulté lorsque tu étais à l'école ou est-ce que vous avez été en difficulté? Est-ce que vous avez eu des soins particuliers en psychomotricité, en orthophonie, etc. Parce que parfois, les adultes ont été des enfants suivis en orthophonie avec un suivi plus ou moins long ou suivi en psychomotricité ou autrement, hein. Donc, ça peut être intéressant. Mais il s'agit bien du domaine médical et c'est bien là où la frontière est complexe, hein. C'est-à-dire comment aborder ces choses-là il n'y a pas d'obligation de soins, vous êtes bien d'accord. C'est toujours délicat de dire à quelqu'un, je pense que tu devrais voir tel médecin ou telle autre personne. Donc, il faut effectivement tâter le terrain. On ne peut pas le faire à la place des gens, mais on peut les accompagner et ça nécessite, dans un premier temps, d'engager un dialogue. Après, les ressources, il y a les ressources quand même des CIO où les psychologues peuvent déjà dépister un petit peu des choses. Après, normalement, les médecins traitants, hein, ça fait partie des alertes que les médecins traitants peuvent trouver. Les médecins du travail, vous avez aussi des ressources auprès des médecins du travail pour émettre l'hypothèse déjà de signes repérés, dépistés. Et puis, une fois que vous avez émis l'hypothèse, si jamais dans le parcours qui suit, la personne est prête à aller faire des bilans, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le bilan, non mais c'est compliqué qu'il s'agisse de bilan psychomoteur, de bilan, je ne vais pas parler à la place de mes collègues, hein, ou de bilan orthophonique. C'est moins compliqué pour les bilans que les psychologues peuvent faire en neuropsychologie parce qu'elles ont des outils, ils ont des outils adaptés. Pour ce qui concerne les orthophonistes, nous avons des outils pour les dyslexies, donc pour une patientèle adulte, hein, pour dépister et diagnostiquer des troubles chez les adultes, mais nous n'avons pas forcément pour les troubles sévères du langage oral, parce que ce qui est compliqué, c'est tout le développement et toutes les compensations qui ont été mises en place qui ne permettent pas forcément de savoir l'origine. Donc après, il y a des signes quand même, hein, il y a des signes sur la phonologie qui peuvent nous alerter un petit peu plus, mais c'est compliqué. Et le frein supplémentaire, je le dis en dernier, mais vous le savez, c'est le manque de professionnels pour répondre à ces besoins. Mais il peut y avoir des partenariats quand même engagés autour de ces situations-là. Nous, on le fait régulièrement pour les demandes de RQTH. Hein, c'est ce que j'allais vous demander, en fait. Est-ce que lorsque quelqu'un a ces difficultés, en fait, est-ce que ça peut mener à une RQTH, en fait? Oui, ça peut mener à une RQTH si tant est qu'il y ait au moins 2 domaines impactés. Donc, dans la participation sociale, restriction de participation sociale par trouble du langage oral de compréhension et par trouble du langage écrit.
Donc, avec bien évidemment un degré de sévérité ou des difficultés de compensation importantes, mais c'est possible, hein. Il y a des RQTH. Je vous dis, moi, je fais régulièrement des bilans en vue de confirmer le niveau de sévérité des troubles et confirmer les impacts des troubles sur la lecture et l'écriture et l'accès au langage oral, puisque là, vous avez bien compris, c'est une boucle qui se nourrit ou ne se nourrit pas. Et donc, les RQTH sont possibles avec des adaptations possibles et cette reconnaissance possible pour les personnes. Alors, si je D'accord, merci. peux ajouter quelque chose, vous avez la possibilité, pardon, vous avez la possibilité aussi de mobiliser les prestations d'appui spécifiques de la GFI, qui, si elle ne vous donne pas un diagnostic médical, vous donne des pistes à la fois de confirmation et d'aménagement. D'accord, donc ça, c'est possible de consulter la GFIP, en fait. Voilà. D'accord, bah merci. Ah ben merci, voilà. Après, c'est effectivement, enfin, de loin comme ça, c'est visiblement, je pense qu'il n'en a pas conscience, en fait. Et du coup, eh ben forcément, il ne voit pas qu'il aurait ou besoin de soutien scolaire. Bon, il arrive quand même, il est en bac, là, en terminale, mais je vois bien qu'il y a, alors pas forcément un déni, mais ce n'est pas évident en fait. Et en même temps, je me dis, mais s'il a quelque chose, ça serait bien que ce soit détecté parce qu'il va être accompagné en fait dans la démarche. Ah oui. Et voilà. Donc moi, je voulais savoir vers qui on peut orienter sans que ce soit des grands frais, parce que je suis aussi quelqu'un qui est dans la précarité, donc voilà. Mais qu'on a envie d'aider, voilà. Alors, moi, je suis en capacité, moi, de rencontrer cette personne avec vous et progressivement de l'amener vers la RQTH si ça s'avère nécessaire. Ah d'accord. Donc ça, c'est possible de rencontrer quelqu'un, en fait. Vous me faites un petit mail et puis on regarde ça de plus près. D'accord. Vous êtes monsieur ? Monsieur Barraud. D'accord, merci. Et s'agissant des soins orthophoniques, ils sont remboursés par l'assurance maladie, quel que soit l'âge. Hein. D'accord. Alors, les autres professionnels ne le sont pas remboursés par l'assurance maladie, mais les bilans orthophoniques et les séances d'orthophonie sont remboursés, donc à 60%, il faut quand même que les gens aient une complémentaire maladie. Alors, donc on va revenir sur les difficultés. Donc, les difficultés des personnes dysphasiques, ça va être difficulté à identifier les interlocuteurs. C'est-à-dire que la mélodie, la rythmicité de la voix des personnes n'est pas la même, les intonations ne sont pas les mêmes, et parfois c'est difficile pour le dysphasique de reconnaître, et comme c'est un traitement de surface de reconnaître la voix, d'accéder après au deuxième traitement qui est de comprendre ce que la personne dit, ça peut parfois être compliqué. Ils ont du mal à comprendre les mots et à les reconnaître, à comprendre les énoncés, les consignes. Quand ils s'expriment, leur parole n'est pas toujours très intelligible. Ils ont un gros trouble d'accès aux mots, ça c'est le trouble majeur, donc avec un temps de latence important pour aller rechercher le mot précis. Ils ont du mal à s'expliquer, ils ont du mal à faire la conversation, ils sont un peu perdus. Ils vont avoir ce qu'on appelle l'inhibition langagière, ils se mettent plutôt en retrait. Quand on les interroge, on sent que ça manque un peu de spontanéité, il faut vraiment un temps de latence avant qu'ils commencent, et ils sont plutôt sans initiative langagière, puisque c'est leur grosse difficulté. C'est compliqué pour beaucoup d'entre eux parce que le langage oral, c'est la vitrine de notre intelligence, et que voilà, quand on ne maîtrise pas bien la langue orale, on peut être suspect de ne pas être intelligent, alors que leur intelligence est dans la norme. Mais vous voyez bien ce que ça peut générer sur l'estime de soi. Les aménagements, eh bien, il faut essayer d'utiliser des phrases simples, plutôt courtes, d'accompagner au maximum par geste, des pictos, des images, etc. Reformuler dans les aménagements pédagogiques, il y a expliciter l'implicite. Donc voilà, ce qui semble évident, eh bien, il y a besoin que ce soit expliqué. Leur fournir des boîtes à mots, c'est-à-dire en contrôle de SVT, on met tous les mots du vocabulaire de SVT et au moins ils vont piocher dedans, c'est plus facile. Leur laisser du temps de traitement des informations, et je fais toujours le parallèle avec ce que j'ai dit en avant-propos. Attention, laisser du temps, c'est faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas trop de temps, parce que sinon on va vers l'épuisement.
et avoir des demandes claires. Dans le monde du travail, clarifier les demandes, être précis dans les mots, toujours utiliser les phrases de la même façon, c'est beaucoup plus simple. Alors, pour terminer, nous allons parler très rapidement du trouble spécifique des apprentissages avec déficit du calcul et ou du raisonnement mathématique, dyscalculie, c'est un grand mot, qui peut affecter, je ne vais pas en parler beaucoup, c'est une petite frange de la population, c'est minime, c'est pas pour ça que c'est pas intéressant, mais c'est très spécifique. Mais en tout cas, pour que vous puissiez savoir, ça peut affecter le comptage, l'accès au nombre et l'accès au sens du nombre, la notion de classe, donc les dizaines, les centaines par exemple, les parties et le tour, donc toute la division des mesures. Par exemple, pour une personne dyscalculique, elle peut être en difficulté pour traiter l'information suivante. Tous les moutons sont des animaux, pourtant tous les animaux ne sont pas des moutons. Je vous laisserai y réfléchir, parce que vous allez me dire qu'il y a des moutons qui ne sont pas des animaux parce que c'est des petites poussières, mais bon, si on est dans le monde animal, tous les moutons sont des animaux, pourtant tous les animaux ne sont pas des moutons. Eh bien, cette réversibilité ou cette non-réversibilité du propos, ça les noie complètement. Peut-être vous-même, vous dites, qu'est-ce qu'elle vient de me raconter, c'est un petit peu fou. Ce qui va être touché aussi, c'est le traitement des différents codes, donc tous les transcodages. Donc, le code analogique, c'est la représentation en petits jetons, par exemple. Le code oral, c'est quand je vais dire 3. Le code arabe, c'est quand je vais écrire 3. Et le code écrit, c'est quand je vais écrire 3 en chiffres, pardon. Et puis, le code écrit, c'est quand je vais écrire 3 en lettres. Mais par exemple, si je dois écrire 8502, eh bien, représentez-vous que 8502, je ne dis pas le 0 quand je dis 8502. Et pour les personnes dyscalculiques, ça peut être une difficulté. Elles peuvent écrire 8000 en écrivant 830 50520 2. C'est-à-dire 8502, elles peuvent l'écrire sur un nombre que je n'arrive pas à redire. Cette dyscalculie, elle peut aussi affecter le traitement des variables. Donc, les variables dans les mesures, c'est passer du millimètre au kilomètre, faire le rapport entre le temps et les kilomètres pour savoir la vitesse, avoir du mal à traiter les nombres relatifs, qui vont être des nombres négatifs, les nombres décimaux, traiter des fractions, la variable x, qu'est-ce que c'est? Avoir du mal à traiter le général versus le particulier, c'est-à-dire une généralité qui va être celle que je peux aussi vous faire avec une influence très très forte. Dans un champ de 10 hectares, il n'y a que des coquelicots, sauf une rose au milieu de ce champ de 10 hectares de coquelicots. Y a-t-il plus de coquelicots ou plus de fleurs dans ce champ? Il y a plus de fleurs, grâce à la rose. Mais avoir cette généralité impliquée et imprimée par la masse du nombre que je donne, ça peut empêcher de traiter l'information. Quand on est dyscalculique, on a aussi des troubles de traitement linguistique, surtout sur la polysémie, savoir utiliser le mot en fonction du contexte dans lequel il est. Vous voyez bien qu'il y a des manifestations que l'on peut retrouver d'une pathologie à l'autre. Les impacts, donc ça va être la compréhension des conversions, la capacité à calculer, l'organisation, la hiérarchisation, la planification de toutes les tâches, avec aussi parfois des difficultés de flexibilité. Une fois qu'on a pris les rails d'une opération, par exemple, repasser sur une autre opération. Donc ça, c'est très, très compliqué. Et dans les aménagements scolaires, autoriser la calculatrice, tous les logiciels adaptés, donner des mémos de conversion quand c'est possible. Quand on est dans des aménagements scolaires et ou professionnels, hiérarchiser les consignes, vraiment mettant premièrement, c'est ça, deuxièmement, et proposer des aides à la planification, donc des aides qui peuvent être des aides picto, etc., pour la planification. Nous avons presque terminé, il est 34, je suis désolée. Donc, 2 petits mots sur le trouble de l'attention, donc TDAH, qui peut impacter la concentration et le contrôle, avec ou sans hyperactivité. Donc là, il s'agit bien d'un trouble
donc de quelque chose qui se manifeste de façon permanente, qui empêche la personne d'être accrochée, ancrée à tout ce qui se passe par souvent défaut d'inhibition des sources de distractibilité. C'est-à-dire que la personne qui a un trouble attentionnel, elle peut s'éparpiller dans le traitement de toutes les notions, toutes les sources d'informations et a du mal à se focaliser sur une précisément et surtout a du mal à se focaliser longtemps. C'est différent de la difficulté de concentration. Mais les difficultés de concentration, on en trouve associées à tous les troubles que j'ai décrits auparavant, parce que vous avez bien compris que plus on est mobilisé et plus on a besoin d'énergie, moins on arrive à rester concentré longtemps. Et à ce propos, je vous félicite de rester concentré aussi longtemps parce que c'est compliqué d'être concentré uniquement sur un diaporama sans pouvoir bouger, ou vous allez peut-être bouger quand même un petit peu, mais en tout cas échanger avec le voisin, surtout pour ceux qui étaient tout seuls. Les impacts de ce trouble en situation d'apprentissage, des impacts sur l'attention partagée, une distractibilité importante, des impacts sur la sécurité, ça mobilise beaucoup d'énergie de faire attention à soi, et des défauts d'inhibition dont j'ai parlé tout à l'heure. Les aménagements, ça va être limiter la durée des tâches, alors que ce soit dans le monde professionnel ou dans le monde scolaire, accorder des pauses, décomposer les consignes, décomposer les tâches, baliser l'environnement pour qu'il y ait des repères et renforcer la sécurité. J'ai terminé mon propos, donc je suis disponible pour quelques questions si vous le souhaitez. Et je vous remercie de votre attention. Je n'en ai aucune sur le chat. Alors, est-ce que quelqu'un a besoin d'éclaircissements complémentaires? Oui, bonjour. Merci beaucoup Bonjour. déjà, pour cette présentation. Je suis Caroline Audonné, donc dans un Pôle emploi. Moi, je voulais savoir, vous avez donc dit que le manque de professionnels rendait compliqué donc l'accès à vous en tant qu'orthophoniste. Est-ce que concrètement, ça vous arrive quand même de faire des bilans avec des adultes ou finalement non? C'est vraiment la priorité au vu de la demande aussi, sont plutôt sur les enfants. Non, je l'ai dit tout à l'heure, on fait des bilans pour les adultes. Alors après, c'est compliqué. Ce qui est compliqué, c'est qu'il n'y a pas suffisamment de professionnels sur tout le territoire pour répondre aux demandes. Mais on finit de toute façon, même s'il y a un délai d'attente, on finit par recevoir les demandes. C'est-à-dire que nous sommes professionnels de santé, donc nous sommes obligés, entre guillemets, de répondre et de traiter les demandes. Donc c'est le délai d'attente, mais il n'y a pas de refus de soins. On n'a pas le droit de refuser des soins. Alors, ce qui est compliqué en orthophonie, c'est que les urgences, ça va être toute la neurologie, donc tous les patients cérébro-lésés, tumeurs cérébrales, etc. Après, tous les très jeunes enfants, qui sont des priorités absolues en orthophonie, puisque la plasticité cérébrale, j'en profite pour dire que la plasticité cérébrale concernant le langage, elle est aux alentours de 3 ans, donc on a intérêt de recevoir des enfants suspects de développer des troubles le plus précocement possible pour pouvoir les accompagner si nécessaire. Mais après, les autres demandes, on les traite. Et là, je vous disais pour les RQTH, j'ai fait la semaine dernière un bilan pour un jeune homme qui avait été un de mes patients, mais qui avait besoin, donc il a 19 ans. Je l'ai reçu, moi, du CE2 à la 3e en séance d'orthophonie. Il n'avait plus de soins depuis la fin de 3e. Et là, il a 19 ans, il est il fait un service civique et donc il veut, en tout cas, il veut pouvoir demander une RQTH pour la suite de son parcours. Je l'ai reçu pour lui faire un bilan. Quand ça fait partie des patients qu'on a déjà suivis, c'est plus facile que quand il s'agit d'un nouveau patient, ça ne mobilise pas le même temps. Mais sinon, on fait ce type de bilan avec délai. J'ai une question de Madame Fichet sur le chat qui demande si vous recommandez une police d'écriture. Alors, s'agissant des enfants, oui. Les polices d'écriture telles que Verdana ou même Garamonde sont des polices qui sont assez transparentes. Mais il existe aussi Open Dyslexie, qui est une police qu'on peut charger
gratuitement et qui, pour les plus jeunes, est une police qui charge, entre guillemets, un petit peu certaines lettres et donc les rend plus, plus distinctibles les unes des autres. Après, au fur et à mesure de l'évolution, d'abord, c'est d'adapter la police, adapter la taille. Donc, pour les plus jeunes, il faut plutôt écrire en 14. C'est surtout aussi donner des interlignes suffisants. Et plus l'enfant va grandir, moins il y a besoin de faire attention à la taille et plus il faut faire attention à l'espacement entre les lignes. C'est-à-dire ajouter un interligne, c'est-à-dire au lieu de faire en 1, faire en 1,50 ou en 2, ça va être mieux, ou même mettre en colonne. Ça facilite la lecture. Et une dernière question de Madame Détruy. Est-ce que la multiplication des écrans du numérique a des impacts dans un sens ou dans l'autre sur les troubles 10? Alors, si la question est « est-ce que ça les provoque ?» la réponse est non. Si la question est bien celle que j'ai entendue, mais je préférerais faire le préalable, oui, bien sûr, ça a toujours un impact. C'est-à-dire que le fait d'avoir… alors, en même temps que je réponds, je me dis peut-être c'était autre chose qu'elle voulait demander. Donc, ce qu'elle voulait demander… On peut donner la parole à Madame Détruy. Hein. Oui, je veux bien que vous précisiez parce que c'est… Est-ce que parce qu'il y a beaucoup d'écrans, ben finalement… je vous laisse préciser votre question, Madame Détruy, s'il vous plaît. Oui, est-ce que vous avez donc constaté peut-être un accroissement justement des troubles 10 ou au contraire, est-ce que ça peut apporter, est-ce que ça peut faciliter? Donc, j'avais bien compris votre question. Merci, Madame. Merci. Merci. Donc, ça ne provoque pas de troubles 10. Ça ne provoque pas de troubles du neurodéveloppement. Ça peut accentuer les difficultés. Alors, ce qui va accentuer les difficultés, c'est la surconsommation d'écran, qui va accentuer les difficultés attentionnelles, la mobilisation attentionnelle, mais ça, c'est chez tout le monde. Donc, pas plus chez les 10 que chez les autres, mais chez tout le monde. Par contre, effectivement, un intérêt de l'accès à l'outil informatique, c'est la suppléance que cet outil peut apporter. Et là, il faut savoir utiliser les outils, mais pas se dire que l'outil est la solution. Il doit y avoir un bilan diagnostique de l'utilisation de l'outil. C'est-à-dire qu'un ordinateur proposé à un enfant de CE2, c'est illusoire. Sauf si cet enfant est dyspraxique et qu'il maîtrise parfaitement le clavier et qu'il n'a pas de trouble du langage écrit. S'il a un trouble du langage écrit, l'ordinateur, le clavier, il ne va pas écrire mieux pour lui, mieux orthographié pour lui. Donc, toutes ces choses-là, c'est-à-dire tous les outils qui existent, ne sont pas la solution, mais une des solutions envisagées ou envisageables à la condition que ce soit individualisé. Donc, il faut qu'il y ait des diagnostics de professionnels, des essais. Les ergothérapeutes peuvent aussi contribuer à ces entraînements et aussi à ces diagnostics, à ces préconisations d'utilisation. En tout cas, il y a plein d'outils. Il y a par exemple un stylo scanner qui serait miracle. Donc, vous passez le stylo scanner sur la ligne et il lit pour vous. Ça marche super bien pour nous adultes qui savons bien lire, donc qui n'en avons pas besoin. L'enfant 10, s'il passe son stylo scanner sur sa ligne, le stylo scanner, il lit la phrase à la fin de la ligne, il faut qu'il donc mette en mémoire la phrase qu'il vient d'entendre, et après, il fait la deuxième ligne, etc. C'est une illusion. Il y a des outils qui ont été inventés comme suppléances, mais qui ne sont pas des suppléances pour des enfants qui ont des troubles. Ça peut être des suppléances quand on a d'autres difficultés, mais pas quand on a des troubles du neurodéveloppement. N'oublions pas, trouble du neurodéveloppement veut dire fonctionnement cérébral différent, d'accord, avec une organisation des gènes et des connexions cérébrales neuronales différentes à vie. Donc, des impacts qu'on va avoir toute sa vie. J'espère avoir répondu. Oui, merci. Bien, écoutez, sur ces mots, je tiens à vous remercier tous de votre participation. Nous allons pouvoir clôturer. Je vous rappelle que nous restons à votre disposition pour plus d'informations si besoin, vous mettre en relation avec les intervenants qui correspondraient à vos attentes.
Et enfin, un grand merci à Madame Garcia pour cette présentation ce matin. Je vous en prie, merci à tout le monde. Bonne fin de journée. Merci à tous, bonne fin de journée. Au revoir. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Merci, bonne journée à vous. Et merci Bonne à tous ceux journée. qui ont Au été revoir. cobayes. Merci, bonne journée.